La France va si mal? Malheureusement, oui. Alors, c'est vrai que ça avait déjà commencé fin d'année dernière, début 2026, et puis arrive le choc pétrolier, bien entendu, donc ça n'arrange pas les choses. Et donc, je ne suis pas du tout pessimiste, hein, je le rassure, juste réaliste. Qu'est-ce que ça serait si je, vous ne, étiez... voilà, je ne fais que, effectivement, ressortir les chiffres officiels de la Banque de France, de l'INSEE. Et c'est vrai que c'est parfois perçu, justement, comme négatif, mais malheureusement, j'aimerais L'effondrement, c'est maintenant, oui, c'est perçu comme négatif. Je pense surtout que c'est important de dire la vérité aux Français. On a trop menti aux Français, et encore aujourd'hui, on a le ministre de l'économie dans un des concurrents justement du JDD qui nous dit mais non, mais finalement tout va bien. Oui, alors ça, c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on a le chômage qui est en train d'augmenter. Nous sommes à 8,1% de taux de chômage. Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus. 8,1% de taux de chômage, un plus haut depuis 2021. Rendez-vous compte que sur un an, ce taux de chômage a augmenté de 0,7 points. C'est la plus forte hausse depuis 2013. Et 2 points chez les jeunes. Ça, c'est exactement, ça a également augmenté chez les jeunes. Et là, on parle vous savez, le chômage de catégorie A. Ça veut dire les chômeurs qui font la preuve d'une recherche active d'emploi, etc., qui n'ont pas du tout travaillé. Si on regarde toutes catégories confondues, nous sommes à 16,9% de taux de chômage. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et très au-dessus de la moyenne européenne, hein, alors, malheureusement. Tout à fait. C'est ça aussi qui est dramatique, c'est que jusqu'en 2017 à peu près, le taux de chômage de la France était inférieur à celui de la zone euro. Ouais. Et depuis justement 2017, eh bien, l'écart se creuse. Rendez-vous compte qu'on a aujourd'hui un taux de chômage dans la zone euro de 6,2%. Nous, 8,1%. Ouais. Vous voyez cet écart. Et la Grèce et l'Espagne, qui était pire, ça s'améliore légèrement. Alors, est-ce que ça va durer? Ça, c'est tout l'enjeu. Mais le drame, c'est que malheureusement, on a cette situation qui se délite. Et surtout, d'où vient cette hausse du chômage? Elle vient de la récession qui est en train d'arriver et en amont des défaillances d'entreprises. Ça veut dire que, là aussi, chiffre de la Banque de France, nous atteignons des records historiques de défaillances d'entreprises. Alors même si on retraite en enlevant ce qu'on appelle les micro-entreprises, où il y a entre 0 et 1 salarié, parce que là, il y a eu beaucoup de créations, donc c'est un petit peu factice. Mais si on veut regarder les défaillances d'entreprises, donc ça veut dire les faillites, hein, si vous voulez, hors micro-entreprises, on est, tenez-vous bien, 16% au-dessus du sommet de 2009. C'est la récession de 2009. Donc c'est quand même extrêmement grave. Et alors, dernièrement, et même les grandes entreprises sont touchées. Oui, c'est ça, c'est ce que vous nous expliquez. Ça, c'est quand même assez incroyable, parce que derrière les grandes entreprises, ce qu'on appelle les ETI, vous savez, entreprises de taille intermédiaire, il y a des milliers de salariés. Donc c'est ça le problème, c'est que quand l'entreprise fait faillite, ensuite vous avez les salariés qui sont au chômage, donc ça s'alimente, donc la consommation qui baisse, plus l'inflation évidemment qui continue d'augmenter, et voilà. Et c'est ce que vous nous expliquez, Marc Toiti, que toutes les composantes de la demande sont à la baisse, moins 0,7% pour les investissements logements, 3,8% pour les exportations, et vous venez de nous dire la consommation, moins 0,1%, et là c'est important parce que la moitié du PIB de notre pays, c'est la consommation. Alors surtout, le vrai enjeu, c'est que ce sont les perspectives. C'est-à-dire, quand vous regardez, par exemple, on est de la consommation, donc il y a un indicateur avancé de la consommation, c'est ce qu'on appelle l'indicateur INSEE de confiance des ménages. Exactement. Vous voyez, et quand on va sur cet indicateur, donc encore une fois, c'est très officiel, c'est l'INSEE, hein, c'est pas moi qui invente ce chiffre, c'est l'INSEE. Eh bien, cet indicateur de confiance des ménages, il est encore plus bas qu'à l'époque du Covid-19. Quand on vous disait que c'était la fin du monde, le niveau de confiance aujourd'hui, il est encore plus bas que pendant les Gilets jaunes. Oui, c'est pour montrer l'état de désarroi des Français. Donc quand les dirigeants français disent « Mais non, tout va bien, ça va bien se passer », il y a quelques semaines encore, le gouverneur de la Banque de France nous disait « Bon, mais l'inflation, bon, allez, c'est 2%, mais ça ira pas plus loin. » Je peux vous dire 20,4% depuis 2021, inflation cumulée. Oui, c'est-à-dire que les prix, effectivement, ont augmenté de plus de 20% depuis 2021, parce que c'est ça, on a eu 2 chocs inflationnistes successifs. D'abord, évidemment, en 2021, avec l'excès de liquidité qu'on avait créé pendant le Covid, après la guerre en Ukraine, maintenant le choc pétrolier. Donc on a effectivement cette hausse des prix, et là c'est une moyenne. Quand vous regardez par exemple les prix de l'énergie, depuis 2021, ça a augmenté de quasiment 60%. Les prix de l'alimentation, quasiment 25% de hausse depuis 2021. Donc évidemment, les salaires n'ont pas augmenté à l'aune de ces augmentations. Ce qui veut dire que pour beaucoup de ménages, justement, qui sont confrontés tous les jours à devoir acheter des biens alimentaires, de l'énergie, mécaniquement, il y a une baisse du pouvoir d'achat. Et donc, il y a cette crainte sur l'avenir. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est pourquoi je dis la vérité. Moi, j'attendrai d'un gouvernement qui nous dise, voilà, effectivement, ça va mal, mais on va s'en sortir. Le problème, c'est qu'il nous dit, non, tout va bien. Oui, on est dans le déni complet. Pourquoi il nous dit ça? Parce que, justement, il n'a pas les moyens de relancer la machine. Il y a quelques secteurs, malgré tout, qui s'en sortent. Le luxe, la santé en France, c'est quand même encore... Il y a encore, malheureusement, c'est en train de se détériorer au fur et à mesure. Vous savez, le problème, c'est que les crises, ça fait partie de la vie économique. C'est normal qu'il y ait des crises. Hein. Simplement, ce qu'on demande à des dirigeants, c'est d'anticiper
ces crises. Et ça veut dire que quand ça va pas trop mal, essayer de limiter les déficits pour pouvoir relancer la machine. Sauf que nous, en France, même quand ça ne va pas trop mal, on continue d'augmenter les déficits, d'augmenter la dette, si bien qu'aujourd'hui, évidemment, là, on n'a pas les moyens de relancer la machine. J'annonce souvent un chiffre, encore une fois, qui vient de l'INSEE, qui vient pas de moi, qui est incroyable. Depuis 2017, donc le début de M. Macron, qui devait tout changer, je vous rappelle, la dette publique a augmenté de 1300 milliards d'euros. Or, parce que si on augmente votre dette, mais que dans le même temps la richesse qu'on crée augmente plus, c'est pas le problème. Sur la même période, la dette donc, qui a augmenté de 1300 milliards, et bien sur la même période, la richesse qu'on crée en France, ça veut dire le PIB augmenté de l'inflation, a augmenté de 800 milliards. Oui, et puis le problème, c'est l'intérêt de la dette. On est à quoi, 64 milliards. Alors, certains disent 100 milliards d'ici 2 ans. Ça, c'est un vrai sujet aussi. Tout à fait. Alors déjà, il y a 500 milliards d'euros qui ont disparu du circuit économique, mais vous l'avez bien dit, les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. Là, vendredi, vous voyez, peut-être demain, ça sera encore pire. On a atteint un sommet de taux d'intérêt sur la dette publique française, un sommet depuis 2009. Et donc, ça, c'est pour tous ceux qui nous disent encore aujourd'hui, on en voit qui nous disent « Non, mais la dette, ça ne coûte rien, ne vous inquiétez pas. » Ben voilà, vous l'avez dit, Stéphanie, l'année dernière, la dette publique, juste les intérêts de la dette. Vous nous avez plombé le moral dans ce studio. Là, je vois Ophélie Roch et Alexandre Manafay perdre des centimètres sur leur chaise. Non, mais c'est vrai que c'est terrible. Mais bon, ça fait du bien que certains annoncent, enfin pas annoncent la couleur, parce qu'on y est déjà et ça fait un petit moment les Français ne sont pas dupes. Vous savez, les Français ne sont pas dupes. On ne peut pas leur dire tout va bien alors qu'eux-mêmes souffrent au quotidien. Une question à mes chroniqueurs. C'est vrai qu'Alexandre Manafay, vous avez dit c'est pire que pendant la séquence des Gilets jaunes, et pourtant les Français sont assez. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la résilience, mais enfin, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de. On souffre en silence, on est tellement dégoûté et puis accablé qu'on essaye de s'en sortir comme on peut. Mais on se révolte contre quoi ? Là, les Gilets jaunes, il y avait quelque part une espèce de réaction à une menace qui concernait le pouvoir d'achat à travers des hausses sur les taxes et en plus leur détournement pour aller financer les déficits de Bercy alors que c'était soi-disant pour la transition écologique. Là, en fait, on se révolte contre quoi ? Contre qui ? Il faudrait se révolter contre l'État, contre les normes, contre quoi ? Puis comme les gens ne comprennent rien à l'économie, ça rajoute une vraie couche de complexité. Moi, j'ai une question pour vous. Parce que dans l'état des marges de manœuvre qui sont celles que l'on a aujourd'hui, est-ce qu'on a, parce qu'on entend là le début du concours Lépine de la campagne électorale, on a d'un côté des gens qui veulent faire du libéralisme, mais il faut en avoir les moyens, de l'autre côté qui veulent faire du vrai socialisme, mais il faut avoir les moyens, mais on les trouve où ces marges de manœuvre pour faire quoi, comment c'était la question, c'est très simple, si vous voulez. Bon, si vous voulez essayer ce qui a fonctionné ces dernières années, les seuls pays qui sont sortis, ce sont ceux qui ont baissé les impôts et baissé les dépenses publiques. C'est la seule solution. La démarche qui est de dire, oui, effectivement, on va encore augmenter la dépense publique, comme certains le disent, mais vous faites comment nationalisé, Total, etc. Bon, c'est le Venezuela. Et vous les prenez où les marges de manœuvre ? Le Venezuela, le PIB depuis 2017 a chuté de 60%, pour vous donner une image. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'on veut. Mais moi, je pense que c'est ça qui est très important aujourd'hui. Parce que vous l'avez dit, malheureusement, contre qui se reporter ou manifester. Le problème, c'est qu'on a les élections dans un an. Alors justement, ne ratons pas cette occasion. Oui, mais on les baisse comment, les impôts ? Avec quels moyens ? Alors voilà ce que j'allais vous dire. Moi j'ai ce que j'appelle, j'ai déjà un programme tout fait depuis des années, mais malheureusement, tous les dirigeants que j'ai... président. Bon, pourquoi pas, on sait jamais, mais je crois pas qu'on me le fera faire. Alors, vous êtes le 28e. Moi je veux bien aider, entre guillemets, mais bon, c'est pas, moi j'ai pas cette volonté, mais bref. Mais toujours est-il que il y a un programme que j'appelle la thérapie de choc bienveillante, qu'effectivement, donc thérapie de choc, ça veut dire il ne faut pas faire des petites mesures à la petite semaine comme on fait depuis 50 ans, ça ne marche pas. Il faut un grand soir fiscal, donc baisser fortement les impôts pour tous, mais dans le même temps, évidemment, vous l'avez bien dit, si vous baissez les impôts, le déficit public va augmenter. Donc il faut aussi baisser la dépense publique. Et on va vous laisser. Mais à chaque fois, vous savez bien qu'on touche à un poste et pas moi, c'est le voisin. Mais là, on n'aura pas de choix. Justement, c'est ça aujourd'hui l'enjeu du débat pour la présidentielle. Alors moi, j'ai également des solutions. Qui est prêt à ça ? Attendez, je vais vous donner la réponse. Si je pose des questions, j'ai la réponse. Sinon, je pose pas la question. Oui, allez-y. C'est que aujourd'hui, quelles sont les dépenses publiques qui ont le plus augmenté depuis 2021 ? Le social. La sociale, la santé, les retraites. Ce sont les dépenses de fonctionnement. Voilà, de la puissance publique au sens large.Elles ont augmenté de 106 milliards d'euros précisément, selon les chiffres de l'INSEE, ça veut dire 24% de hausse. Sur la même période, les prestations sociales ont augmenté de 14%. Oui, il y a 10 points de plus. Mais c'est la moitié des dépenses publiques, les retraites évidemment, et les dépenses de santé. Il faudra aussi améliorer le fonctionnement du social. Mais déjà, on commence parce qu'on peut commencer, parce que justement, ne met pas les gens dans la rue. Aujourd'hui, on a par exemple 700, ce qu'on appelle des ODAC, organismes divers d'administration centrale, des agences, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Météo France, c'est la plus connue, mais bon, il y en a d'autres. Ça coûte, il y en a 700. Donc il faudrait la journée pour les détailler, mais vous savez combien ça coûte chaque année, ça ? 150 milliards d'euros.
vous vous rendez compte, on peut bien quand même gagner quelques milliards d'euros. Il y a un peu de tout là-dedans. Il y a un peu de tout. Mais justement, il faut un grand soin de la dépense publique. J'y arrive. J'avais une question, notamment sur tout ce qui est un petit peu tous ceux qui se font appeler en fait les néolibéraux et qui eux prônent en fait de plus en plus une mélodie qu'on entend monter, j'ai envie de dire, quasiment une destruction, voire une disparition de l'État, en fait, en disant que finalement, à cette ère du libéralisme, l'État est devenu quasiment quelque chose d'obsolète et qu'il faudrait en fait s'en passer, créer des zones partout. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre à ces jeunes-là ? Parce que moi, j'entends énormément ça dans la jeunesse, notamment. Les lycéens, les collégiens, ils sont encore trop petits, mais qui me disent « Non, mais regardez, madame, de toute façon, tout ça, l'État, c'est dépassé, c'est un mammouth dépassé. Il faut absolument, en fait, qu'il n'y ait plus d'État. » Voilà. C'est un petit peu extrémiste, j'ai envie de dire. C'est vrai que la vérité est dans le bouche des enfants. Il y a les deux extrêmes. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, il y a ceux qui veulent encore plus d'État, selon qu'on est déjà numéro 1 du monde des dépenses publiques, d'autres qui ne veulent pas du tout. Non, il y a un juste milieu, évidemment. Moi, je rappelle souvent mon histoire, entre guillemets, je viens des cités HLM d'Orly. Donc, évidemment, j'ai eu besoin de cette dépense publique pour m'en sortir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça suffit ? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on a 60% de taux de chômage dans les cités HLM pour les moins de 25 ans, c'est ce que propose effectivement l'État ? Non, on voit bien que ça ne fonctionne plus. Donc, il faut un État dans l'économie, mais il faut repenser cet État. Quand on a presque 58% de notre PIB de dépenses publiques, c'est beaucoup trop. La plupart des pays s'en sortent très bien avec 50% de leur PIB. Vous voyez, même, je ne dis pas qu'on va descendre au niveau américain à 34%, vous voyez, non, mais 50%, on peut très bien vivre et il n'y a pas de drame. Mais il faut repenser effectivement cette dépense publique. Marc Toiti, le grand soir, très bien, il faut repenser. Là, on a déjà une 27 environ candidats déclarés à la présidentielle. Est-ce qu'il y a c'est ça. Un programme, ils sont esquissés pour l'instant, mais qui vous paraît un petit peu plus réaliste qu'un autre ? Malheureusement, pour l'instant, je ne vois pas de programme concret qui défendrait effectivement ces idées. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas tellement chiffré. Non, justement, j'espère qu'on va vite un petit peu éclairer la situation, mais il faut aujourd'hui s'engager sur ça. Et c'est en cela qu'on a eu 2 élections présidentielles, si vous voulez, où on n'a quasiment pas parlé d'économie. Il faut être honnête, on n'a pas parlé d'économie. Le débat a été mis de côté. Or, aujourd'hui, le problème numéro 1 de la France, justement, c'est l'économie, parce que tout est lié. Et donc, à ce moment-là, on va devoir... Je ne vais pas me faire que des amis en disant ça chez les auditeurs, pardonnez-moi, mais souvenez-vous, François Bayrou, que je ne suis pas forcément toujours en exemple, mais nous avait parlé de tous ces sujets du déficit. Il avait un petit peu, d'ailleurs, responsabilisé les Français. Il s'était pris une volée de bois vert. Est-ce que la France est un pays réformable ? Est-ce que les Français vont accepter ? Regardez les retraites. Il n'y a pas grand monde pour défendre cette réforme. C'est ça le drame, si vous voulez. C'est la bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle, c'est que une fois on va vraiment toucher le fond de la piscine, là on sera obligé de prendre les bonnes mesures. Alors en fait, ça sera le FMI à ce moment-là. J'espère qu'on va éviter d'en arriver là, mais en fait le fond de la piscine on l'a touché depuis très longtemps, mais on continue de creuser si vous voulez. Donc il faut arrêter justement cette gabegie, cette fuite en avant. Et moi, je pense qu'on parlait de François Bayrou quand même. C'est lui encore une fois, il a évoqué les problèmes, mais malheureusement, il les a poursuivis. On voit bien quand il a été à Matignon, il a continué. Donc voilà. Et puis ce sont entre guillemets des personnes du passé, c'est-à-dire qui ont eu le pouvoir. C'est vrai que son budget a été rejeté alors qu'il a. Mais il n'était pas crédible son budget parce que encore une fois, il tablait sur une croissance forte, etc. Comme aujourd'hui, ce n'est pas crédible. Et il n'y avait aucune volonté également de baisser la dépense publique. Oui. Elle continuait d'augmenter. Elle augmentait moins que ce qui était prévu, mais elle continuait d'augmenter. Donc, moi je pense aujourd'hui, d'où ce terme de grand soir, il faut vraiment réveiller les esprits. C'est vrai qu'on a une culture économique qui est très faible, mais grâce à Europe 1 notamment, on la développe cette culture économique. Donc, je pense que ça va se développer. Moi, je vois, sans vouloir faire de pub, sur ma chaîne YouTube, je suis maintenant à presque 300 000 abonnés. C'est-à-dire que... Et alors, je fais une seule vidéo par semaine. Donc, je parle d'économie, je monte des graphiques. Donc, ça veut dire que les Français, ils veulent savoir. Oui. Les Français ne sont plus dupes. Donc, ça fait des années qu'on leur explique clairement, ça passera. Oui, mais ça fait des années qu'on essaie de relancer la croissance dans ce pays. Que c'est quand même sans croissance, c'est compliqué. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune politique de relance de la croissance qui marche. Comme si on était cantonné à 1,1, 1,2, 1,3, etc. Il faudrait 3, il faudrait 4%, 5%. On a tout ce qu'il faut pour réussir. Pourquoi on n'y arrive pas ? Pourquoi c'est vous avez 5 heures. Ouais. Non, le drame, c'est que ce que disait déjà il y a très longtemps Georges Pompidou, il faut arrêter d'emmerder les Français. Le problème est là, c'est que malheureusement, entre les normes,
la Les taxes, la fiscalité. On ne peut pas Mais- avancer. Et dès que vous gagnez un petit peu, évidemment, on Mais vous bien saute sûr. dessus. Donc c'est ça qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Et puis après, il y a d'autres enjeux. Regardez, nous ne sommes pas, heureusement qu'on a gardé un peu de nucléaire, mais malheureusement, on n'est pas assez indépendant au niveau énergétique. Regardez le problème de l'industrie. On nous avait dit ça aussi, c'était une erreur oui, stratégique mais dans je les peux- années 80, on veut même 2000. Marc Toiti, regardez, dimanche à votre place, il y avait Antoine Fouché, brillant économiste, qui conseille d'ailleurs un bon nombre de candidats, dont Gabriel Attal, Qui était Édouard directeur Philippe, qui était directeur de cabinet de Muriel Pénicaud, d'ailleurs, la ministre du Travail. Il avait un diagnostic, il fallait rendre le travail moins cher, rapprocher le net du brut. Voilà. Et évidemment, quand on lui demande comment il finance ça, il se dit, tiens, on va aller taxer les héritages. Oui, mais ça c'est un scandale. Mais Non, non, mais c'est là où ça colle pas. C'est là où on est dans la vieille école. c'est C'est-à-dire ce que je vous dès dis. qu'on a un Et pourtant, problème en il est jeune. France, Et il on est veut brillant. taxer. Oui, mais c'est pas un problème de briller. Mais C'est que il est c'est- très écouté par les candidats Oui, à la mais justement, il est présidentielle. très écouté par les candidats qui veulent proposer la même politique qu'on fait depuis 50 ans. C'est ça. Donc moi, je dis aujourd'hui, il faut complètement changer de modèle. C'est pas à faire un petit peu de peinture ou arranger les fenêtres. Il faut changer de Mais modèle. Ça ne fonctionne plus. Je vais rebondir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure et qui m'a un peu interloqué quand vous dites François Bayrou, de toute façon, il n'était pas très crédible parce qu'il faisait un peu partie de l'ancienne politique. C'est-à-dire que les gens qui pourraient se targuer d'une expérience, vous nous dites qu'en fait, ils ne sont pas réellement dans le coup. Non, pas du Le tout, problème, mais- c'est que Emmanuel Macron n'avait pas vraiment d'expérience, il n'était pas dans le coup non plus, en fait. Donc, Oui, on sait mais lui, il était du sérail. C'est-à-dire qu'on Ouais. l'a souvent présenté comme le Mozart de la Mais il finance. faudrait quoi, un Alors qu'il a Ravier travaillé Mueil 3 ans dans une banque. Donc je vois pas comment il peut devenir Ouais. Mozart de la finance en ayant travaillé 3 ans dans une banque. Mais n'oublions pas que c'était un haut fonctionnaire. C'est toujours Donc, il d'ailleurs. faudrait quelqu'un Donc- comme Ravier il a Mueil, démissionné. des choses un peu. Oui, voilà. Moi, je pense qu'il faut Je suis d'accord effectivement avec ça. quelqu'un qui D'accord. soit proche du terrain. D'accord. Et c'est pour ça que je dis, moi, je suis prêt à aider, bien entendu, parce qu'il faut aujourd'hui, on a besoin de réformer complètement, de On va moderniser. vous offrir la France. une tronçonneuse et on vous... Non, peut-être pas jusque-là, parce que moi, je suis pour Raphaël Toiti. je suis pour la dépense publique, mais évidemment qu'il soit efficace. On ne peut pas accepter d'avoir comme ça, depuis 2017, dépenser 500 milliards d'euros pour rien. Vous Rendez compte conseillez que- des candidats à la Moi, présidentielle si vous voulez, ça fait 30 ans que je fais ce métier. J'ai vu tous les présidents, premiers ministres, etc., premiers ministres de l'économie. Certains m'appellent là, en ce moment, mais bon. Pour l'instant, j'ai Vous toujours avez été un déçu candidat jusqu'à qui vous présent. semble mieux Mais qu'un au autre fil rock, c'est terminé. Merci. Là, vous entendez la petite musique.